Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Ah, ça fait longtemps que l'on n'a pas parlé des Green Lantern, vous ne trouvez pas? Et oui, si c'est LE sujet qui a fait connaître ma chaîne, ce n'est pourtant pas l'univers que j'affectionne le plus chez DC Comics. J'aime bien, mais je préfère de loin celui de Batman, ou de la Suicide Squad par exemple. Cependant, je dois me confesser, terrien. Même si je sais que c'est mal, que la plupart du temps c'est très mauvais, peu intéressant, avec des histoires complètement alambiquées, sans aucune âme artistique, dans le seul but de faire apporter de l'argent en profitant de la fidélité des pauvres fans des deux licences, j'aime lire des crossovers. C'est mal, mon fils. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Chut. Bon, par contre, attention, quand je dis que j'aime, ce n'est pas que j'apprécie mes lectures, hein, non, mais je suis toujours très intéressé de voir comment les scénaristes se sont débrouillés pour réussir à justifier la coexistence de deux univers différents, voire même diamétralement éloignés. C'est pour cette raison que j'ai mis la main sur le comics Green Lantern Aliens. Non pas que je suis un grand fan de la licence des Xenomorphes, mais je n'ai pas eu souvent l'occasion de lire des comics aliens, du coup ça m'a donné une raison de plus. Ah, et aussi, je suis plutôt Team Predator, et vous? Et sinon, y a pas d'intro dans cette vidéo? Ce serait une première. Ah bah oui, effectivement. Du coup aujourd'hui, parlons de Green Lanterns versus Aliens. Bang! Au scénario de ce comics, on y trouve Ron Martz, qui est essentiellement connu pour avoir écrit pas mal de surfeurs d'argent au début des années 90, beaucoup de Green Lantern au milieu des 90s, et tout autant de Witchblade dans les années 2000. Mais s'il est en charge de l'écriture de ce Green Lantern vs Aliens, c'est aussi parce que DC a très souvent fait appel à lui pour écrire des crossovers, comme les DC vs Marvel, Batman Aliens, Superman Darkness, ou bien même le Tarzan Batman. Si, ça existe, promis. Et chose importante à savoir, Ron est le scénariste qui a écrit Green Lantern Emerald Twilight en 1994. Et c'est dans cet arc que le grand Hal Jordan deviendra dingue, qu'il détruira le corps des Green Lantern et qu'il sera remplacé par le jeune Kyle Rayner, le nouveau protecteur de la Terre et dernier porteur d'anneaux. C'est seulement en 2004, avec Green Lantern Rebirth par Geoff Johns, que Hal Jordan reviendra reprendre sa place en tant que Green Lantern principal, après plus de 10 ans de publication avec Kyle Rayner. Et attention, ce n'est pas Green Lantern Rebirth au pluriel de 2016 aux USA, ni le Green Lantern de l'ère Rebirth de 2018 en VF chez Urban Comics, mais bien Green Lantern Rebirth de 2004. Attention, il a pas s'embrouiller avec tout ça, c'est pas facile. Côté dessin, c'est Rick Leonardi qui est au crayon, et même s'il est beaucoup moins connu que son comparse, il fait du très beau travail, très mainstream des années 2000. Il a principalement dessiné la moitié de la série Spider-Man 2099 de 1992, puis quelques autres comics chez Marvel, DC et compagnie. Publié en septembre 2000 chez Dark Horse Comics aux USA, c'est seulement en 2007 chez Weta que les Français ont pu la découvrir. Du coup, si vous désirez vous procurer cette histoire à l'heure actuelle, il va falloir passer par le marché de l'occasion, car ça n'a plus été réédité depuis, et je crains fort que ça ne risque pas de revoir le jour tout de suite, étant donné que Marvel a racheté les droits d'Aliens, qui étaient à l'époque prêtés à Dark Horse pour la publication de comics. Mais maintenant, que vous soyez dans plein jour ou dans la nuit noire, soyez sûr d'avoir rechargé vos écrans de pouvoir, afin que rien de cette histoire ne manque à votre regard. Notre récit est scindé en deux parties, chacune concernant une époque différente. La première est celle où Hal Jordan était encore le héros que l'on connaît, et la seconde partie se déroule bien plus tard, lorsque Kyle Rayner était le dernier des Green Lantern. L'histoire commence par la découverte d'un membre de la corporation pris au piège dans une ruche de xénomorphes, et malheureusement pour lui, là-bas, personne ne l'entendra crier. Enfin, si, mais un peu trop tard du coup. Alors que Hal Jordan est sur Terre, a donné un coup de main à ses amis Green Arrow et Black Canary, il reçoit un appel soudain des gardiens d'Oa, lui demandant de rejoindre les autres membres pour une mission suite à la mort de l'un des leurs. Mais une fois arrivés au signal, ils sont aussitôt attaqués et assiégés par une armée d'aliens adultes. Mais rapidement, une fois l'effet de surprise passé, la force des justiciers intergalactiques surpasse très largement celle des monstres, au point qu'ils décident de ne pas éradiquer l'espèce, mais de simplement les déplacer dans un lieu plus sûr, afin de laisser ces animaux vivre librement, sans risque de nuire à d'autres. Et le lieu en question n'est autre que Mogo, la planète Green Lantern, un être à part entière et surtout inhabité. Si vous voulez en savoir plus sur ce dernier, je lui ai consacré une vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir une fois celle-ci terminée. C'est 10 ans après cet événement que la suite de notre histoire va prendre place. Alors que Kyle est tranquillement chez lui, un groupe d'anciens membres de la corporation sonne à sa porte, afin de lui demander son aide, car un vaisseau s'est écrasé sur la planète Mogo, où
les aliens ont fait leur nid, et la présence du jeune Reiner est essentielle pour cette mission, car lui seul possède encore un anneau de pouvoir capable de faire face aisément à la menace. Une fois arrivé sur place, ils découvrent un énorme cargo spatial, et une fois à l'intérieur, ils font la rencontre de Crow, une jeune femme qui se dit être le premier officier d'un équipage de 38 hommes. Elle leur explique qu'il y a eu une rupture du système de propulsion de leur vaisseau en plein voyage, et qu'ils se sont alors écrasés sur la planète la plus proche. C'est donc tous ensemble qu'ils s'enfoncent plus profondément dans cette baleine de métal, avant de découvrir un tunnel creusé en plein milieu du métal. Ils vont alors découvrir les responsables de la disparition de l'équipage et de l'élaboration de ces galeries. C'est évidemment les xénomorphes. Mais alors que le Green Lantern, surpris, a quelques difficultés à se protéger tout en défendant le reste de l'équipe, ils finissent par se faire quasiment tous enlever par les monstres, tandis que notre héros, lui, se voit perdre son bien le plus précieux, son anneau. Une fois cet assaut terminé, il ne reste plus que 3 membres de l'équipage initial, Kyle, Crow et Salak. Ces derniers ne disposent alors plus que d'armes à feu pour tenter de récupérer leurs collègues, un équipement que ne maîtrise pas du tout notre jeune protecteur. Par chance, ces deux compères, eux, sont plutôt habiles avec des canons, pistolets et mitrailleuses. C'est pourquoi Crow va lui enseigner rapidement les bases. Mais alors que le pauvre Salak va se faire dévorer, nos deux rescapés vont faire la terrible découverte de l'énorme reine alien. C'est donc après un baiser d'adieu que Kyle va enfin réussir à récupérer son anneau, couvert alors par les feux de la pauvre officier, qui laissera la vie, enfin vie entre guillemets, car en vérité, elle révélera qu'elle est en fait un androïde, assigné à la protection du cargo. Comprenant que la menace des monstres ne cesserait jamais, peu importe le lieu, et sous le conseil des dernières paroles de Salak et Crow, le Green Lantern décide à contre-cœur de décimer l'espèce par la toute-puissance de son anneau. Une décision qui est alors en totale opposition à celle prise il y a quelques années par son prédécesseur, et qui, une fois de plus, le fait douter quant à sa légitimité dans son rôle de porteur des anneaux des Green Lantern. Un comics que j'ai injustement noté 70% de satisfaction sur mon avis Instagram lors de ma première lecture, mais qui après une seconde mérite finalement un bon 80. C'est très facile à lire, aussi bien pour les néophytes des deux licences que pour les connaisseurs, et en plus de ça, l'histoire de ce crossover semble totalement crédible, on y croit à fond. On devine facilement que le scénariste avait une réelle envie d'écrire une histoire entre les aliens et son Green Lantern à lui, celui qu'il a mis au monde en 1994 et qu'il écrivait déjà depuis 6 années consécutives. On ressent aussi avec Crow son envie d'écrire un personnage féminin fort, et il va réussir à le faire quelques temps après avec Witchblade, une femme forte, aux formes généreuses et peu vêtues, évidemment, et qui n'hésite pas à montrer à un homme comment se servir d'une arme, ou bien même à s'interposer entre le danger et lui, afin de le protéger. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, avec des likes, des partages et des commentaires. Rien de tel pour soutenir la chaîne. Aussi, dans cette vidéo, j'ai fait la mention de pas mal de crossovers, de la série de comics Witchblade, mais aussi de la fois où Hal Jordan a complètement pété les plombs, qu'il a enfilé plusieurs anneaux et qu'il a décimé le corps des Green Lantern. Du coup, si vous avez envie que je vous parle de l'un de ces sujets dans les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes assez nombreux, comme pour la dernière fois où vous m'avez demandé en masse une vidéo sur l'équation d'Antivie, je serai ravi de produire une vidéo qui vous intéresse tout autant que moi. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.